Et salut à toutes et à tous, ici Regan et aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour la dernière vidéo de la saison 4 d'Oaku, en tout cas en ce qui concerne les reviews. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le bilan de la saison 4, donc nous allons voir les points forts, les points faibles, ce qu'on peut en retirer, le point de vue des personnages, l'animation, des musiques, de l'histoire, du lore. Et en analysant tous ces éléments, nous pourrons donc déterminer si la saison 4 est une bonne saison ou une mauvaise, ou alors si elle n'est pas plus nuancée que ça. Pour commencer avec l'animation et les musiques, alors tout simplement il n'y a pas à dire les gars, côté animation, encore une fois ils nous ont prouvé que les types sont vraiment des Mozart de l'animation. C'est très fort ce qu'ils peuvent nous produire. Ça fait 15 ans qu'ils nous produisent une animation mais fluide comme pas possible. Je veux dire ça se voit que les mecs ont bossé pendant des années là-dessus. Malgré même avec ces deux dernières saisons où le budget était plus réduit, les mecs ont réussi à nous produire une animation de qualité. Bien qu'on ait pu quand même repérer quelques petites magouilles, en tout cas en ce qui concerne le design. On notera par exemple d'un coup que les héliotropes deviennent des shinobi quoi, à se cacher la bouche. Moi perso je me dis que quand tu bouges les lèvres d'un personnage, t'as juste à gommer la bouche, à la positionner selon ce que le personnage veut dire. Je savais pas que c'était aussi cher comme truc à faire. Et pour ce qui est côté musique, alors là ça pêche un petit peu plus. J'ai pas noté de thème notable vraiment dans cette saison, comparé aux autres où on pouvait en avoir un peu de tout. Là en fait dans cette saison c'est uniquement côté Necrom et côté Tauros qu'on a des OST vraiment remarquables. Le reste, c'est les seuls OST qu'on peut retirer, c'est des OST mais qu'on a déjà entendu des précédentes saisons, comme le thème Héliatrope par exemple. Là, c'est vraiment des OST, on n'a rien retiré quoi, à part les Necrom et Tauros. Je veux dire, c'est comme si dans la saison 2, tu retires que les thèmes, le thème des Héliotropes, ou alors dans la saison 1, tu retires Irréversible, le thème de Nox. Non, dans toutes les saisons, tu as toujours quelques thèmes notables. Là, c'était assez... En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était assez pauvre. En vrai, pauvre, c'est un petit peu un mot trop fort, parce qu'il y a quand même le côté Necrom, le côté Tauros, et aussi les OST de la bataille finale. Les OST de la bataille finale, les frissons de malade que ça a donné. Non, en vrai, pas pauvre. En vrai, c'est inégal. Inégal, ce serait le mot le plus juste. Parce que c'est vraiment, d'un côté, tu as des OST excellentes sur un côté précis, et de l'autre, tu retires pas grand chose. Donc vraiment, inégal, ce serait peut-être le mot le plus juste en ce qui concerne les OST. Maintenant, nous allons traiter des personnages. Je pense que comme les OST, le traitement des personnages est là encore inégal. Si on devait faire une échelle des personnages dans cette saison, alors Hugo, il serait clairement là-haut, Amalia, juste en dessous, les personnages, étrangement, assez bas dans cette saison, et Ruel, Ruel. Est-ce que quelqu'un a vu Ruel ? Je passe directement à Amalia au lieu des personnages parce que Amalia, en fait, c'est celle qui a un traitement moins chargé que les deux autres qu'on va avoir au-dessus. Donc Amalia, dans cette saison, elle prend tarif, hein, elle prend... elle part son daron, et à la fin, elle perd son frère. Amalia, dans cette saison, elle a quand même une sacrée paire. Hein. Après, en ce qui concerne sa relation avec Hugo, écoutez, j'ai jamais été très fan de cette relation. En vrai, c'est les deux personnages de la confrérie. Pas que j'aime le moins, Hugo, et je l'aime bien quand même, mais Amalia, je m'en fous complet. La relation... on s'en fout, hein, faut... En tout cas personnellement, moi je m'en fous complet quoi. Et dans la saison 3 c'était vraiment je t'aime moi non plus, à la fin on est les plus grands amoureux du monde, et dans la saison 4 ça suit ça en fait, c'est ils se regardent, ils font des regards amoureux et voilà quoi. Et à la fin de la saison 4 ils se marient. Oh non mais en vrai il sort d'où ce mariage J'ai fait un arrêt cérébral pendant la façon. Les gars, on peut m'expliquer? Il sort d'où le mariage, s'il vous plaît? Allô? Maintenant, on va passer à un cas un petit peu plus épineux, les persodales. Alors pour le cas des persodales, il y a deux cas à prendre en compte, le côté Yop et le côté Kra. Pour le côté Yop, je comprends tout à fait les plaintes qu'il y a pu y avoir par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a trop de blâme, en fait, il y a que ça. Je comprends tout à fait que les gens n'aiment pas. Cela dit, il faut bien comprendre que cette saison est très sombre et qu'il fallait utiliser des éléments comiques pour casser ça. Et les personnels, les Yop, étaient justement appropriés pour le faire. Donc je comprends tout à fait que les gens s'en plaignent, même moi je m'en plains, surtout quand on voit comment était Tristepin dans les OAV et dans la saison précédente, et de voir que là maintenant il se casse la gueule lui et sa famille, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, cela dit, faut pas oublier qu'il fallait casser le côté sérieux. Et puis du côté des crabes, là le niveau est tout autre, parce que
Evangeline, on apprend dans cette saison qu'elle a un père qui est assassin, etc. Donc qui rajoute un côté dramatique à la famille d'Eva, qui lui développe son lore, son passé. Mais malheureusement, ce grand-père, il disparaîtra dès la deuxième moitié de saison en fait. Donc ça c'est un des nombreux trucs qui a été passé sous la trappe dans cette saison 4 et que va falloir regarder ça dans le transmédia pour en découvrir plus. Donc il sera développé dans le webtoon. Et aussi il y a le cas Flopin qui pour le coup était très étonnant cette saison de le voir être développé, parce que Flopin c'est véritablement un personnage dont tout le monde se fout en fait. Et là dans cette saison ils se sont dit bon on va en faire quelque chose, parce que c'est vrai que le Petiot je veux dire, il s'est quand même fait éclipser par son petit frère qui est né il y a 2 semaines et qui est déjà plus puissant que lui, tu vois. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec Flopin cette saison. Donc voilà, de manière globale, les personnages c'est très mitigé. Et je comprends tout à fait toutes les plaintes qu'il y a pu y avoir dessus, mais voilà, faut pas oublier qu'il a fallu des éléments comiques, et que d'un autre côté, ils ont essayé de faire des trucs qui vont être développés par la suite, et qui est vraiment très très sympa. Alors petit point sur le montage, parce que j'ai oublié de parler d'un personnage, Adamai. Alors Adamai, cette saison, écoutez, qu'il aime ce personnage. Je rappelle qu'il a tué Tristepin, frappé Evangeline, kidnappé ses gosses. Dans cette saison, visiblement, juste on l'engueule vite fait au début et ensuite il se passe rien. Moi j'attends que ce personnage meure. Je vous le dis, j'attends que ce personnage meure. J'attends qu'il se prenne une pâtée par Goultar en mode colère divin, boosté à l'héliosphère. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le webtoon. Je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure et le monde s'en portera mieux. Donc maintenant on va pouvoir passer au cas Yugo, et Yugo cette saison ça a été une vraie surprise, parce que enfin il est redevenu le personnage principal de la série quand même, donc ça faisait un petit moment. Écoutez, moi c'est pas le perso que j'affectionne le plus dans cette série, mais j'ai trouvé ça quand même très sympa de le revoir revenir sur le devant de la scène, en plus de voir son lore se développer, avec le retour de son peuple, de sa déesse, et même d'autres personnages qu'on a déjà vus, ou des personnages inédits, tels que Kilby le Goat, ou encore Nora, sa sœur, Eliatrope, ou encore des trucs comme Locus, qui sont le retour des mécasmes, etc. Donc il y a plein de choses qui sont revenues dans la série, qui étaient disparues, ou qui ont pu améliorer certains trucs. C'était vraiment cool de les voir revenir. Et donc de voir la confrontation entre le peuple Eliatrope, surtout sa déesse, et Yugo, de la confronter avec son côté maternel et le côté vraiment héroïque de Yugo qui veut sauver ce monde, alors qu'elle veut abandonner le monde des 12 sous la menace. Ce qui permet donc encore une fois, de toujours montrer le côté héroïque de Yugo. Je veux dire, c'est sa personnalité en tant qu'Eliatrope, du membre du conseil, c'est vraiment un aventurier très courageux. Alors pendant la première partie de saison, j'ai pas grand chose à dire sur Yugo, parce que Yugo il est toujours fidèle à lui-même, donc j'ai pas énormément de choses à dire. Cela dit, à partir de la deuxième partie de saison, là j'ai pas trop aimé, surtout au tout début, c'était un vrai carnage. Non, parce que Yugo, il se transforme, il devient adulte, il réagit pas, il s'en fout. Il se dit pas, ah merde, ça fait 21 ans que j'attends de devenir adulte, je le suis enfin. Bon. Donc j'ai pas trop compris cette réaction. Et puis direct, là Yugo, on a enfin un Yugo adulte qu'on attend depuis 15 ans. Et qu'est-ce qu'ils nous font en première scène? Ils nous remettent ce fils de... Arrête d'être dans la malveillance, Reigen, on t'a déjà dit d'être Kawaii. Donc pour être Kawaii, on a donc le retour de cet immondice que personne n'a demandé, qu'on sait pas pourquoi il est là, qu'on a déjà eu donc dans le tout premier épisode où il est là, il dit à Yugo tu vas recommencer mec, tu vas recommencer à faire ce que t'as fait. Et là en fait on sait pas ce qu'il fait, le mec d'un coup il devient gentil avec Yugo, alors après on sait pas si c'est dans l'esprit de Yugo etc, c'est pas dans l'esprit de Yugo, c'est vraiment lui. On a d'autres Eliatropes qui arrivent, on a Bouillon, on sait pas ce qu'il fout là. Il y a une phase très chelou où en fait au repos, il a l'inverse du repos qu'on a connu dans la saison 3. Le mec ne sait pas ce qu'il veut, ne sait pas ce qu'il fait. Histoire d'ajouter encore un côté incohérent avec ce perso, voilà, le mec il faut pas que tu utilises ces objets, ils sont trop puissants. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Hugo d'utiliser ces objets trop puissants. Voilà, donc le mec encore une fois se contredit, preuve encore supplémentaire que ce perso est nul. Je veux dire, c'est les faits les gars, c'est les faits, c'est tout, y a pas à débattre là-dessus. Et tout ça pour nous dire que Yugo fait la paix intérieure avec les héliotropes, alors qu'on a déjà eu cette scène à la fin de la saison 3 où il y a Yugo qui se touche la main avec au repos enfant.
Mais là je vois juste ça comme un doigt d'honneur de la part de Todd, hein. Le mec il s'est dit ah ouais vous aimez pas mon perso, bah tiens vous allez encore le bouffer. Bah super mec, c'était vachement utile. Tout ça en fait pour nous dire Hugo il a chopé une tenue à la fin, donc génial. T'as décidé de remettre un personnage et sans essayer de le rendre cohérent, sans essayer de réparer tes erreurs, hein. Non c'est vraiment pour dire attendez il est encore plus incohérent que la dernière fois. Tout ça pour ajouter un skin. Bah chapeau chef, t'as réussi ton coup. Et à partir de ce moment là Hugo il devient insipide, sans vie. Alors on a eu un changement de doubleur du coup entre le Hugo enfant et le Hugo adulte, mais le Hugo adulte il est mort, hein. Les gars je suis pas sûr si vous avez pris cette attention, mais le frérot il est là Kid B. Tu m'as sauvé. Pourquoi? Genre vraiment, j'avais déjà fait cette vanne la dernière fois, mais votre doubleur il est mort, hein. Alors plus on avançait dans la saison et plus j'appréciais la voix, genre ça va, plus t'avances moins elle est horrible, mais je veux dire donnez-lui un petit Red Bull, un Coca-Cola, j'en sais rien, un café, je sais pas, il aime pas ça, mais forcez-le à le boire, mais le frérot il est pas réveillé là quand il fait son doublage. Après voilà, Hugo il revient sur le monde des 12, il revient en tant que leader, donc à donner les pouvoirs de l'héliosphère à tout le monde. Et à la fin, donc comme j'ai dit pour le côté Amalia, il se marie avec elle, sorti de nulle part, on sait pas d'où, mais il se marie, mais bon. Ça donne une conclusion aux deux, enfin conclusion, bah, sauf que le mois prochain en fait on aura un webtoon, donc en fait t'aurais pu... je sais pas, les faire se marier dans le webtoon et pas faire ça sorti de nulle part, j'en sais rien moi, mais pas comme ça. Et du coup, bah, je pense qu'on va pouvoir transitionner vite fait sur quelques persos notables qu'on a pu apercevoir, parce que sinon la vidéo, je vais pas les détailler vraiment en détail, sinon la vidéo elle va durer 8 heures. Ensuite, je vais parler un petit peu de l'antagoniste, et enfin, on va passer au sujet principal et épicé, toutes les incohérences et tout ce qui a pu être noté de points négatifs dans cette saison. On va se régaler. Donc un perso notable, bah, tout d'abord, on a la déesse Héliatrope qui fait son grand retour, et donc il nous explique qu'elle a été emprisonnée pendant des siècles, même des millénaires, entre les mains de l'antagoniste, et donc qui est très intéressant parce que elle a développé une peur vraiment ultime d'affronter l'antagoniste. Bah déjà ce qui renforce la menace que tu mets en place dans cette saison et qui donne ultra pitié de la déesse en fait. Donc et vraiment elle est à la fois très protectrice mais elle est ultra flippée de les aider en même temps en rapport avec cette menace. Donc elle te fait vraiment de la peine cette déesse, surtout quand elle pleure à chaque fois, t'es là mais non. Moi elle m'a vraiment fait de la peine dans cette saison. Après on a Nora donc qui apparaît aussi dans cette saison. Sympathique, même si j'ai pas compris le changement de design au début, c'était bizarre, mais bon après tu t'y fais. La relation avec son frère c'était cool. Ensuite bah on a le côté Kid B, donc Kid B qui fait son grand retour dans cette saison qu'on avait vu dans le trailer. Pas de la même manière parce qu'apparemment ils ont changé des trucs, et donc Kid B qui fait son grand retour, qui a une confrontation avec Hugo qui était très sympathique, qui au fur et à mesure de la saison, on nous fait une menace, enfin une tension comme quoi il y a un traître, qui au final n'est pas Kid B, et Kid B en fait, malgré que tout le monde l'ait accusé, quand il a l'accès au pouvoir ultime, au Sidofus ou encore à l'héliosphère, bah, il les utilise pour les aider ses frères et ses anciens ennemis. Et on a pu aussi le voir donc quand Hugo est dans le Nécromonde, où il utilise l'héliosphère pour le ramener, et ensuite le transmettre à Hugo, l'héliosphère qui, du coup, si on l'utilise trop, tue son utilisateur vu que sa puissance est trop grande. C'est donc dans cette saison où Kid B permet d'avoir une rédemption qui était vraiment très très cool. Bon, le problème c'est d'avoir mis sa rédemption en même temps que tuer Hugo qui est en train de se tataner avec Oropo. Donc en fait, dans le même temps, tu as le pire étron pondu par l'humanité avec une scène de fou malade. Donc la rédemption de Kid B, moi j'ai regardé la scène, j'étais... ouais, cool. Mais en vrai, la scène était incroyable. La scène de Kid B de fou, vraiment Kama pour ça, c'était vraiment génial. Pas merci par contre de nous l'avoir spoilé dans Waven, j'ai pas joué mais on nous a prévenu. En Kama ils nous font un truc de japonais, je comprends pas en fait ce qu'ils ont.
Surtout que tout le monde vous tombe dessus, mais à aucun moment le CM il se dit ok, on va faire attention, désolé les gars, ou un petit pardon, un petit désolé casé par là. Mais voilà, en ce qui concerne les personnages globaux, grosse surprise, énormément de points positifs, avoir des personnages qu'on nous a parlé, la déesse, Nora, des personnages mythiques qui reviennent, d'autres personnages qu'on a déjà vus, c'était vraiment très cool. Quelque chose aussi donc qui est un autre point positif dans cette saison, l'antagoniste, alors qui est beaucoup moins impactant qu'un Nox ou un Killby, mais qui a quand même une bonne place. Il est quand même très efficace, parce qu'il apparaît en deuxième moitié de saison, donc tu n'as pas eu autant d'occasion de le développer qu'un Nox ou un Killby, mais il reste quand même très efficace sur différents points. Déjà, en termes de menaces, le fait d'être confronté avec la déesse, puis le voir tout au long de cette saison, les Necroms sont invincibles, même un pion tu peux pas le tuer. Et là tu as le big boss devant toi, donc vraiment les Necroms c'est la plus grande menace qu'on ait vue à ce jour. Je trouve que la tension est vraiment montée crescendo jusqu'à atteindre les 3 épisodes finaux qui étaient vraiment exceptionnels. Parmi les 3 meilleurs épisodes qu'on ait jamais eu dans Wakfu, vraiment. C'était vraiment fou la menace. La première fois qu'on le voit dans le Necromonde où il apparaît vraiment comme un cauchemar, vraiment toute cette tension, la montée de menaces qu'il y a autour de Tauros, c'était vraiment très efficace et très réussi. Après on a les thèmes de ce personnage, le fait que c'était un héros de son monde, qui a été le premier de son monde à réunir les Dofus, à le détruire, à le ravager. Bah là on peut limite voir un Ogrest, parce que Ogrest c'est le premier héros à avoir réuni les 6 Dofus, et il a quasiment réussi à détruire son monde. Mais on peut aussi y voir un parallèle avec Hugo, parce que Hugo, maintenant il utilise les 6 Dofus héliatropes, ou héliatropes, je crois pas primordiaux. Les 6 Dofus héliatropes, l'héliosphère, donc il utilise des artefacts ultra dangereux, qui était je crois que Tauros c'est un aventurier comme Hugo. Donc il y a un côté, un mec qui utilise des pouvoirs trop dangereux pour lui, qui a ruiné son monde, et d'un autre côté, bah, le héros qui utilise des pouvoirs trop dangereux pour lui et qui a ce dilemme de si je les utilise je vais détruire le monde. Bon, bien que ce dilemme, passé la première moitié de saison, ce dilemme on s'en fout. Voilà, globalement Tauros, bonne surprise dans cette saison. Et maintenant on va pouvoir passer au point épicé, les incohérences, tous les oublis, les modifications de lore qu'ils ont pu faire au sein de cette saison. Alors je parlais de Hugo avec Europo tout à l'heure, mais Hugo c'est pas la dernière incohérence qu'il y a pu avoir par rapport à lui. Ses oreilles, pourquoi personne ne réagit, s'il vous plaît? Pourquoi? Je rappelle, ils étaient dans la tour de justice, ils disaient Hugo, j'espère un jour que tu vas nous dire ce qui se cache sous ton chapeau. Presque 10 ans après, bah voilà, t'as l'occasion de voir ce qu'il a sous son chapeau, personne réagit. Et le truc des ailes, c'est vraiment pas le dernier truc et le pire sur lesquels les personnages ne réagissent pas sur des trucs évidents. Balthazar, Thoth, ça fait depuis 2017 qu'on attend que tu nous expliques comment Oropo a récupéré l'Héliacube sur Emrub. Là tu nous dis les enfants d'Emrub sont dans la déesse Héliatrope. Comment? Et du coup, où est Balthazar? Et comment Balthazar a perdu l'Héliacube? Frérot, tu oublies ton lore, tu oublies ce qui s'est passé. Fairis, alors dans le manga il est mort, mais dans le manga en fait le truc c'est que t'as 0,5% des gens qui ont vu la série qui ont lu le manga. Il y a des gains qui ont lu le manga. Et en plus tu nous dis que dans le manga, bah en fait le manga maintenant il est à moitié canon, parce qu'en fait la déesse Héliatrope elle fait un bail que maintenant c'est plus canon. Donc en fait t'as le manga, il est à moitié canon. Tu nous dis des trucs donc, ok, dans la série c'est modifié, c'est pas grave. Dans ce cas-là, le manga est plus canon, Fairis est en vie, et faut nous expliquer donc pourquoi contre Ogrest il est pas là, pourquoi là il est pas là, pourquoi il est nulle part ton Fairis. Killby qui nous dit que quand il va récupérer l'héliosphère à Locus, qui nous dit ton frère m'a jugé digne, qu'est-ce que tu me baves? Le frérot a déclenché une guerre parce qu'il a volé le cœur d'Orgonax. Parce que le cœur, c'est ce qu'il y a de plus sacré pour un mécasme. Et là, tu nous dis, il m'a jugé digne. Mais du coup, s'il a jugé Killby digne, c'est-à-dire que Killby avait une bonne raison de le récupérer, même si, qu'il voulait le récupérer, mais que du coup, il a été jugé digne. Mais donc, de le juger digne, ça veut dire que il a pas été fourbe, que du coup, il a pas été méchant, que du coup les mécasmes n'ont aucune raison de déclencher une guerre.
et que donc Kid B a gagné gratos un objet pété, et que du coup, bah, les héliotropes et les mécasmes, ils étaient censés continuer à vivre normal. Et donc du coup, ça veut dire que, de ce que j'ai cru entendre, bah, que les mécasmes m'ont dit non, on n'est pas d'accord, donc on va déclencher une guerre. Dans ce cas-là, pourquoi Kill B finit dans la dimension blanche s'il n'a rien fait de mal? Pourquoi les mécasmes réapparaissent si en fait ils étaient censés être tous morts? Pourquoi on nous promet des réponses sur les dieux et qu'encore une fois les dieux ne sont pas là et qu'on va encore nous dire oui, les dieux vont apparaître plus tard et qu'en fait on les voit jamais dans la série? Pourquoi Oropo se casse les couilles à créer une bombe pour détruire les dieux si de toute manière du moment qu'il reste un disciple pour croire en eux, les mecs sont immortels? Pourquoi les héliotropes après la première guerre contre les mécasmes ont voyagé dans une big montagne tractée par 6 dragons, s'il suffit à Nora et Ephraim de slider dans l'espace comme ça? Pourquoi Thoth refuse à faire un système de parties alors qu'en fait ce serait le meilleur moyen qui puisse exister pour résoudre les problèmes des saisons, c'est-à-dire que depuis la saison 3, le mec peut pas finir ce qu'il commence, et donc du coup, il coupe des trucs qui fait que bah, tout est incohérent, alors qu'en fait le système ce serait le meilleur truc qui existe et qui permettrait de conclure, même si t'attends 7 ans, bah, que t'as une suite de la partie, ce qui permettrait d'éviter que là actuellement on finisse avec une fausse fin encore une fois, avec des éléments d'intrigue qui ne sont pas résolus. Et on va s'arrêter là, j'ai fait une liste longue comme un bras. La vidéo va durer 8 ans en fait si on parle de tous ces trucs là qu'on a eu en pleine gueule durant toute cette saison. Et c'est à cause de ça qu'on peut pas dire objectivement que cette saison est excellente, qu'elle est l'une des meilleures. Non, la saison est bonne. La saison est bonne, il y a des bons points. Je veux dire, c'est la première fois qu'on voit les protagonistes battre un méchant, réellement en fait. On a eu Ogrest, mais c'était juste gagner du temps. Là, on a eu la première fois un antagoniste qui se fait battre en fait. Il y a eu Hugo Gultar, ils ont fait quelque chose contre lui. Contre Ogrest, les mecs ils faisaient que temporiser. Là, ils ont vraiment réussi à mettre des trucs à Tauros. Bien qu'à la fin, ils ont réussi à le contenir dans son monde et à sauver le monde des 12, ils ont réussi à le battre, à faire quelque chose. Ils ont réussi enfin à battre un antagoniste, quoi. Certes, les trucs sont pas finis, mais on a le côté d'Évangéline, les morts dans cette saison, des trucs bien dramatiques, le retour des héliotropes, le retour de Kill B qui fait enfin sa rédemption, qui va permettre de passer à autre chose. Et en fait, quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de me dire que Thoth, en fait, il a fait ça exprès. Je veux dire, souvenez-vous de la saison 3. La saison 3, dès les épisodes sortis, comme aujourd'hui, on a soulevé les mêmes points qui étaient incohérents. Enfin, il y a eu des trucs différents, je veux dire, c'est pas comparable les deux choses qui sont passées, mais je veux dire, dès les épisodes sortis, on a noté ce qui n'allait pas. Que ce soit la fin de la saison 3 ou ce qu'on a eu dans la saison 4, dès les épisodes sortis, on a noté ce qui n'allait pas. Et Thoth, il a pris super mal. Thoth, il a pris super mal, et je veux dire, rappelez-vous, Zeral Tofu était, je veux dire, un des mecs les plus connus de cette époque, qui a été ultra juste dans ses critiques. Il s'est fait chier dessus par Thoth. Et je veux dire, Thoth, je pense, il a pris le seum, et il s'est dit, ok, vous avez vu des incohérences, ben je vais vous en rajouter des masses. Je vais modifier des trucs qui étaient existants, et je vais vous chier dessus. Et c'est ça aussi, le simple fait de ne pas penser au système de parties, alors qu'en fait les parties c'est un système qui est devenu très populaire de nos jours. Là en fait à chaque fin de saison on avait eu une fin et une conclusion, mais là depuis la saison 3 on nous laisse sur des cliffhangers, sur des trucs ouverts, et qu'en fait on n'a aucune réponse depuis 2017 sur des trucs qu'on est censé avoir. Alors dans les faits, dans cette saison 4 on a une fin. C'est vrai, on a une fin, parce que le méchant est battu, le monde est tranquille, mariage avec Hugo et Amalia, bah ça fait un peu OAV. Il y a une fin, mais derrière il y a encore des petits trucs qui vont se passer. En soi, c'est vrai, il y a une vraie fin dans la saison 4, mais pas en ce qui concerne les 8000 trucs qu'on nous a ouverts en fait. Et c'est terriblement frustrant, parce qu'il y avait un tel potentiel. Vraiment j'ai l'impression de revoir la même chose qu'avec la saison 3, mais... Le truc c'est que la saison 3, pour des faits évidents, le fait qu'ils aient pondu au repos, je veux dire, c'est évident que la saison 3 est la plus mauvaise. Il y a eu de très bonnes idées, la saison 3 est bonne, mais pas pour la fin, pas pour au repos, c'est évident, c'est objectif que non. Là, la saison 4, c'est la même chose, elle est bonne, elle est un chouille au-dessus que la saison 3, mais il y a trop d'éléments de modifier, de casse de l'or,
pour rien, et on sait pas pourquoi, mis à part moi de me dire que Todd il nous en veut et qu'il veut vraiment saboter son lore. Je veux dire, y a pas que lui qui taffe dans la série, les mecs ils sont une centaine, 200, les mecs ils sont nombreux, y a pas un mec qui s'est dit attends, ça ne colle pas dans le lore. Et moi ce qui me rend le plus triste dans cette histoire, c'est quand je vois des gens qui sont en train de débattre pendant 800 ans à se dire non mais en vrai Kill Bill c'est pas une incohérence, on peut supposer que... En fait, ça me rend fou parce que à l'époque, quand il y avait quelque chose de la saison 3, quand il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent, les gens le disaient, point barre. Là maintenant, il y a des gens, ils voient ça, vous débattez pendant 800 ans sur des trucs qui sont incohérents, mais au lieu de dire c'est incohérent, vous cherchez forcément un point de dire non mais attends, en vrai il y a une logique de fou mec, en vrai on peut supposer ça, non mais en vrai on peut supposer ça aussi. Juste dites les termes, au lieu de partir sur des suppositions qui n'ont aucun sens, que vous savez qu'elles ne sont pas justes. Juste dites, ça ne marche pas, ça ne coûte rien, et ça permet de passer à autre chose. Débattre sur ça, ça ne vous aide ni à vous, ni à Wakfu. Il faut le dire, faut faire comme Zera. Malheureusement, Zera, ça lui a coûté sa chaîne, il est passé à autre chose. Je veux dire, il a subi une sauce de la part de Todd, mais Todd, faut collectivement lui dire. Tu as fait n'importe quoi. Et c'est là où je vois une différence entre des gens sur, d'un côté, un Discord et d'un autre côté... Twitter, c'est que sur Discord, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment ultra vénères par rapport à cette saison. Il y a des choses à dire, mais la saison est bonne, les gars. La saison est bonne. Et de l'autre côté, Twitter, où t'as les gens qui sont là, c'est une véritable masterclass, c'est banger. Encore une fois, les gens sur ce réseau vivent pour les caméras. Beaucoup plus de colère pour les gens sur Twitter que les mecs, ils sont là à prolonger Todd dans ses idées, de le féliciter par rapport à des trucs qu'en fait, non, il faut dire les trucs, la saison est bonne, mais n'est pas un banger absolu, et fait comme les gens de Discord, disent ce qui va pas. Après, sans abuser non plus, parce que les gens étaient assez énervés, calmez-vous, s'il vous plaît. Et voilà ce qu'on peut en retirer en fait, c'est que la saison, effectivement, est très frustrante, mais elle a de bonnes idées. La saison est bonne, il y a un arrière-goût de déception. Maintenant, faut mettre les choses au clair. Il faut dire les choses, ne pas être dans l'abus absolu, ne pas être d'un autre côté dans les félicitations abusives, le lèche-bot incohérent, et savoir développer un aspect critique, savoir être juste. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est que j'ai pu être un pont entre deux aspects. Un pont entre un côté un peu trop extrême et un pont entre un côté trop extrême mais dans la bienveillance. Cette vidéo a eu pour but de dire ce qui n'allait pas et ce qui allait dans cette saison. Et effectivement, il y a des choses à dire, mais je sais que là, la saison elle est sortie, donc forcément il y a le côté hype, mais... peut-être que comme la saison 3, les gens vont avoir plus de recul. La saison 3, encore une fois, c'est la saison que je considère comme la plus mauvaise, mais la saison est bonne. La saison est bonne, si t'enlèves les 2 derniers épisodes, la saison est bonne. Là, dans cette saison, si on enlève certains aspects des épisodes, et en fait c'est sur l'entièreté des épisodes, alors que la saison 3, c'est les 2 derniers. Oropo aurait pu être un bon personnage si on enlève les 2 derniers épisodes. Si on enlevait ce côté... de devoir trop le lier à des choses et à le rendre incohérent en fait. Et c'est à partir de là que en fait c'est pas uniquement Oropo, c'est en fait tout l'univers de Wakfu qui est en train d'être incohérent. Et comme on a pu voir sur cette saison, là ce n'était pas centré sur un personnage mais sur un ensemble d'événements. Et ce n'est pas le problème des saisons en fait. Les saisons, même si elles ont leurs défauts, les 2 dernières qu'on a eues, elles sont bonnes. Le problème actuellement c'est Todd. Et Todd, il faut lui dire, faut arrêter d'être sur Twitter quand on l'a en face, quand on lui parle, que je sais que sur le Discord, il a pu venir et du coup tu peux lui parler, mais faut dire les choses, faut pas être dans trop la bienveillance et dire non mais mec, vraiment c'était une masterclass, non. Dis-lui ta saison était bonne, mais dis-lui les termes qui n'ont pas été bons. Faites comme Zera, même si ça peut vous coûter des choses et qui vous crache à la gueule, faut être honnête. Il faut être honnête, et c'est tout ce que je vous demande. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Alors ça a été un gros morceau. Donc voilà, bah écoutez,
Écrivez-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, mais surtout si cette saison vous a plu, ce que vous avez à noter, qu'on puisse en débattre dans les commentaires, moi ça m'intéresse beaucoup. Et bah, surtout ensuite, comme d'habitude, likez, commentez, et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao.